Le Hezbollah a pilonné Israël cette nuit, y compris dans le sud, et le Pakistan qualifie le régime sioniste de diabolique et de malédiction pour l'humanité. Voici les toutes premières informations du vendredi 10 avril. Il est environ 10h40 à Paris. Le Hezbollah ne limite plus ses attaques au nord d'Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti tôt ce matin un peu partout dans le pays, y compris dans les communes du sud. Dans la nuit d'abord, le Hezbollah a dit avoir mené 3 frappes avec des missiles et des drones contre des groupements de soldats israéliens et sur des villes frontalières. Et tôt ce matin encore, les sirènes d'alerte ont retenti à Tel Aviv et dans la ville côtière d'Ashdod. Mais les missiles et les roquettes du Hezbollah sont tombés un peu partout, y compris dans les communes du sud. Le Pakistan condamne l'agression continue d'Israël contre le Liban et de nombreux pays ont appelé à ce que le cessez-le-feu soit étendu pour protéger ce pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie, la Chine et plein d'autres. Le ministre de la Défense pakistanais a qualifié Israël de diabolique. Il l'accuse de commettre un génocide au Liban. Il l'a qualifié également de malédiction contre l'humanité. Mais Israël n'a strictement rien à faire de tout ça, elle n'en fait qu'à sa tête et personne ne branche. Mojtaba Khamenei vient de s'adresser à la nation iranienne et pour le soutien du peuple libanais, votre soutien est plus qu'important, mes amis. Voici l'essentiel de l'actu de ce vendredi 10 avril. Il est environ 14h à Paris. Dans un message relayé par la télévision iranienne, Mojtaba Khamenei vient de s'adresser à la nation iranienne, mais également à l'ensemble de la communauté internationale. Un message dans lequel il réaffirme que la République islamique n'a jamais cherché cette guerre, mais qu'en aucun cas, elle ne renoncera à ses droits légitimes. Et à cet égard, il considère l'ensemble du front de la résistance comme un tout. Mojtaba Khamenei fait référence ici au conflit au Liban. Il appelle l'ensemble des Iraniens à continuer la lutte et à continuer de se mobiliser malgré les négociations qui débutent demain à Islamabad. Sur le front libanais justement, Israël continue de s'en prendre aux civils. Et là, je demande votre aide les amis pour diffuser plus largement ces informations afin de dénoncer ces massacres et ces injustices comme vous avez su le faire avec l'Iran. Le peuple libanais doit se sentir soutenu, même si à notre petite échelle, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà une triste nouvelle justement qui vient de tomber. D'après un communiqué de l'UNICEF, au moins 33 enfants libanais ont été tués mercredi et pas moins de 150 autres ont été blessés. Sachez par ailleurs que depuis le 2 mars, le bilan est accablant puisqu'il fait état de 600 enfants morts toujours au Liban. Le droit international est pourtant clair là-dessus. Tous les civils et en premier lieu les enfants doivent être protégés en toutes circonstances. Pedro Sanchez accuse Benjamin Netanyahou d'avoir lancé l'attaque la plus dure contre le Liban depuis le début de l'offensive, dénonçant un mépris du droit international et appelant à inclure le Liban dans le cessez-le-feu. Chose qui était normalement faite, mais au final qui a été changée à la dernière seconde, d'après ce qu'on entend de la part des Américains et d'Israël. Et c'est ce qui plaît pas d'ailleurs actuellement à l'Iran. Bref, derrière ça, Pedro Sanchez, il dit que il y a une condamnation internationale et une suspension de l'accord de l'association entre l'Union européenne et Israël. Et il faut que ce soit effectif. Il faut qu'il y ait des sanctions rapides contre Israël. Et franchement, j'espère que ce GOAT-là, il va faire bouger les choses. Et je me permets de dire ce GOAT parce que depuis le départ, c'est lui qui dit merde à Donald Trump. C'est lui qui dit merde à Israël. Et là, encore une fois, quand on a Israël qui a envoyé plus de 100 missiles en 10 minutes sur le Liban, c'est encore lui qui condamne et c'est encore lui qui parle en premier. Bref. Encore une fois, bravo à l'Espagne et j'espère que c'est grâce à eux que les choses bougeront. J'espère aussi qu'Emmanuel Macron va mettre la main à la pâte parce que faut vraiment que ça bouge et qu'on stoppe ce deuxième génocide. Désormais, et grâce aux Américains, au détroit d'Ormuz, c'est l'Iran qui montre la voie. Tu dépasses tout petit, tu empiètes la ligne. Le corridor traditionnel représenté ici en vert qu'il y aurait selon Téhéran un potentiel danger. Le trajet sécurisé que vous voyez ici en rouge ferait passer les navires complètement au nord le long des côtes iraniennes. Ces zones de danger, l'Iran assure qu'elles sont minées. Selon le service de renseignement maritime des États-Unis, les Iraniens disposeraient en effet de 3000 à 6000 mines, un stock suffisant pour tapisser l'ensemble du détroit d'Ormuz. Des types de mines différents pourraient être présents. Certains
Certaines explosent au simple contact, d'autres sont plus sophistiquées. Elles réagissent à une pression ou au bruit d'un navire. Et puis il y a les mines de fond posées sur les fonds marins, quasiment indétectables. Le déminage, c'est sûr, est une opération longue, technique et extrêmement risquée. Et ce ne sont pas les États-Unis qui sont les mieux équipés. L'expertise est avant tout européenne. La Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et la France sont capables de mener ces opérations. L'habitude a été prise lorsqu'il a fallu déminer la Manche et la mer du Nord après la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre, quand tout était paisible, tout le monde passait là, tranquillement, gratuit. Même au côté vert, là, enfin, entre le rouge et le vert. Maintenant, les Iraniens, ils sont tellement tacticiens, ils sont tellement intelligents qu'ils ont lancé un doute. Il pourrait y avoir des mines, là, dans cette zone. Donc, si vous passez par là, c'est à vos risques et périls. Donc, personne ne veut s'aventurer de ce côté-là. Et l'Iran a dit, là où c'est sûr, c'est par le guichet unique. Passez par là. Tu passes là, le guichet est là, tu payes et puis tu passes. C'est tellement intelligent. En plus, les Américains ne peuvent rien faire. Ils sont puissants, ils ont tous les missiles, ils ont toutes les armes du monde. Mais ils n'ont rien pour déminer là. Et de toute façon, pour déminer, il faut d'abord faire un combat militaire pour pouvoir déloger les Iraniens et déminer, prendre des semaines et des semaines, et tous se seront désangués. Donc, une bataille là au détroit d'Ormuz, ça sera un carnage pas possible. Ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas toutes les techniques. Il faut compter sur les Européens. Les Européens qui n'arrêtent pas de cracher dessus. Donc, il faut négocier. Il leur explique ça, les négociations. Et ils ont tellement tapé sur les Iraniens. Tu as dit, c'est tous les secrétaires, j'allais dire tous les ministres, c'est secrétaires aux États-Unis, tous les ministres, les Pitefet, tous ceux-là. Ils ont tellement tapé sur les Iraniens. Et Steve Witkoff et puis Kushner, ils ont trahi la confiance des Iraniens. On les a mis à la poubelle. Qui reste? Et bah, c'est J.D. Vance, le seul qui voulait pas de cette guerre. C'est le seul qui est un peu l'adulte dans la pièce. Et bizarre, même Rubio n'est même plus l'adulte dans la pièce dans cette guerre. Il a suivi Donald Trump dedans. Il a suivi Peter Hegseth dedans. Donc lui aussi, il s'est décrédibilisé. En fait, c'est J.D. Vance qui sort gagnant de cette guerre. C'est le potentiel candidat après Donald Trump. Il y avait un match entre lui et puis Rubio. Rubio, il s'est un peu diminué avec cette guerre. Donc c'est J.D. Vance qui est en train de partir actuellement à Islamabad pour négocier. Soit pour négocier sur, je sais pas, tous les sujets qui concernaient la guerre. Hein. Le premier sujet à discuter, à aborder, c'est le détroit d'Ormuz. Prenez vos stylos, prenez une feuille et puis notez. Notez tous les détails de cette guerre. Ça sera très important. Historiquement parlant, tu vas raconter ça à tes enfants. Ils vont mettre ça dans leur tête et ils vont vivre comme ça. Ouais, jeu d'échecs. Tu places ça, tu places ça. Tu es en avance de 2 coups. Le temps que l'adversaire arrive sur toi, toi tu es très loin. C'est ce que l'Iran est en train de faire ici. À bon entendeur, passer au rouge pour payer. D'après une source crédible, le Qatar a décidé aujourd'hui de demander aux Américains de quitter leur base en disant, en gros, on s'en est pris plein la gueule, on n'avait rien demandé. Hein. L'Amérique, hélas, et je dis hélas pour nous et pour l'OTAN, hein, vient de faire la démonstration que la toute-puissance américaine est un mythe. Les pays du Golfe ont compris la leçon. Le Qatar commence à dire aux Américains de partir. Je pense que ça va suivre. L'Amérique ne fait plus peur. Elle n'ose pas faire au détroit d'Ormuz ce qu'elle ne fera pas non plus à Taïwan. Les Chinois les regardent. C'est une catastrophe pour le camp occidental que l'Amérique, à cause de cette guerre à la con, ait démontré les limites de sa puissance. Le mythe nous rendait bien service. Oui ou non, est-ce que les Européens devraient aider militairement à détruire le nucléaire iranien? Général? Non. Non. Bon, il est clair, lui, oui. Non, mais on avait un accord, le JCPOA, que les Américains du temps d'Obama n'ont jamais respecté, parce qu'ils n'ont pas levé les sanctions comme prévu au JCPOA. Les Iraniens ont respecté la règle jusqu'à qu'ils soient déchirés par Trump. Alors à partir de là, maintenant, démerdez-vous. Cette guerre-là, débile, il n'aurait pas pu la faire sans ses bases en Europe. Et s'il veut intervenir en Afrique, il a besoin des bases en Europe. Et s'il retire ses bases, la 6e flotte, elle va où? À Mers-el-Kébir, en Algérie? Ou à Alexandrie, en Égypte? Le New York Times nous révèle les coulisses du déclenchement de la guerre en Iran. Tout aurait basculé le 11 février lors d'une réunion ultra secrète à la Maison Blanche entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Dans la Situation Room, autour d'eux se trouvent plusieurs généraux militaires. Un cercle restreint composé de chefs militaires, de représentants de la CIA, de la diplomatie américaine et du Mossad. Mais aussi le service de renseignement israélien. Mais plusieurs figures très importantes sont absentes comme J.D. Vance. Netanyahou déroule alors un plan avec des frappes millimétrées. Il avait tout prévu depuis le début pour affaiblir l'Iran le plus rapidement possible. Avec même un
un scénario de succession politique. Donald Trump était super convaincu. Il a carrément dit « sounds good to me ». Mais dès le lendemain, les services américains démontent le plan. La CIA juge irréaliste toute chute du régime. En interne, les divisions explosent. J.D. Vance craint une guerre extrêmement coûteuse pour les États-Unis, un chaos régional et un chaos économique mondial, avec surtout le risque de trahir ses promesses politiques. Mais un renseignement va tout changer. Apparemment, plusieurs politiques iraniens se trouvaient au même endroit. Une cible unique qui pousse à l'intervention, à la remise en question de tous leurs arguments. Les oppositions s'effacent et J.D. Vance cède. Donald Trump tranche et la guerre est lancée. Une guerre qui est bien loin d'être terminée puisque Donald Trump n'a pas envie de céder le détroit d'Ormuz entièrement à l'Iran. Il veut co-gérer le détroit d'Ormuz avec l'Iran. Ce sont ses dernières déclarations. On pourrait bien assister à une guerre totale, mais pour l'instant, c'est une succession d'événements qui nous permettent d'endiguer là où va aller le conflit. On a les responsables iraniens qui partent pour des négociations au Pakistan, qui sont escortés par des avions de chasse pakistanais. Vous savez très bien que le Pakistan est un pays nucléaire. Regardez comment c'est beau, regardez, c'est trop beau les amis. C'est vraiment un truc de fou. Qu'est-ce que c'est ça les gars? Une attaque contre un pays nucléaire, le Pakistan, vous savez la réplique de ce qui va se passer les gars. Vous savez, le vice-président des États-Unis se dirige aussi du côté du Pakistan. C'est incroyable. Les choses sérieuses vont commencer les gars. L'Iran a découvert qu'il avait une arme nucléaire. Cette arme nucléaire s'appelle détroit d'Ormuz. L'Iran a militarisé la géographie d'une façon incroyablement efficace, mettant la terre entière au plan économique à sa merci. Et ça, c'est évidemment un succès stratégique de premier ordre. Le régime a raison, de son point de vue, de crier victoire. Les États-Unis ont obtenu que l'Iran puisse revendiquer en pleine propriété le passage maritime le plus important de la planète. C'est là-dessus, en termes stratégiques, pour l'instant, il n'y a pas photo. Le vainqueur, c'est l'Iran. Les points qui sont proposés par les Iraniens, je suis désolé, quand on vous dit lever les sanctions, reconstruction, indemnisation, pour moi c'est même pire, c'est une reculade. Oui, c'est une reculade parce que non seulement les conditions sont extrêmement sévères, là l'Iran vous dit maintenant on va prendre le contrôle, les Américains vont partir, nous allons contrôler la région, c'est ça la réalité. Écoutez de quelle façon Medvedev se commente là, lisons plutôt très exactement, l'Iran a testé son arme nucléaire, dit-il, elle s'appelle le détroit d'Ormuz, son potentiel est inépuisable. Alors souvent Medvedev est un peu baroque, mais là, faut avouer, alors évidemment, c'est pas un démocrate, hein, mais son analyse est assez juste. C'est-à-dire, c'est une vision stratégique. Ouais. C'est une vision stratégique. Les Russes, ils ont des tas de défauts, mais il manque pas de vision stratégique. Puisque vous êtes dans les chiffres, le budget militaire, vous l'avez rappelé, des États-Unis, c'est 1000 milliards. Le budget militaire annuel de l'Iran, officiellement, c'est 10 milliards. Donc, en fait, le contribuable américain, là, il est en droit de se demander, mais qu'est-ce que ça m'achète, 1000 milliards ? Vous inquiétez pas, les Turcs, ils vont pas faire cette guerre, d'autant qu'ils savent que c'est les prochains. Parce que Netanyahou, s'il y a bien quelqu'un qui a envie de se faire par la suite, il avait déjà essayé avec le coup d'État mené par la CIA contre Erdogan, et où les Russes, en se bouchant le nez, parce qu'ils sont pas très proches d'Erdogan, mais les Russes avaient prévenu Erdogan, parce qu'ils préféraient quand même que Erdogan restât au pouvoir. Donc Erdogan sait parfaitement que la Turquie est la prochaine sur la liste si l'Iran tombe. Donc là, et d'ailleurs c'est ce que Marco Rubio a dit en conférence de presse, hein, il l'a dit avec beaucoup de diplomatie parce que c'est le chef de la diplomatie américaine, mais Marco Rubio a clairement dit en fait c'est Israël qui nous a forcé la main sur ce coup-là, et par Israël ils entendent Benjamin Netanyahou. Donc d'une part, Trump pouvait gagner du temps en faisant léviter les marchés financiers, mais ça c'est terminé. En tuant l'ayatollah Khamenei, ils ont tué le dernier anti-nucléaire. Trump a cru qu'il pourrait contrôler cette guerre parce qu'il avait le succès de la guerre des 12 jours. Mais malheureusement, il ne peut pas. Et le pire, c'est que c'est Netanyahou lui-même qui l'en empêche. Lui, il ment en anglais, ok. Et donc, elle lui répond en anglais. So what? So what? On n'en a rien à carrer. Le président était très clair. L'accord, c'est un cessez-le-feu basé sur des négociations. Voilà ce que nous donnons. Et eux doivent réouvrir le détroit en contrepartie. Ce n'est pas le cas. Nous n'allons pas donc respecter leurs termes puisqu'ils ne respectent pas les nôtres. Ils sont embêtés là. Franchement, c'est un moment difficile pour les États-Unis. Bien sûr, ils sont arrivés au bout de leur logique ou de leur mépris de la simple vérité qui consiste à dire on a gagné, on a tout cassé, on est les meilleurs, on a tué un tel et un tel et un tel. Et alors, so what? So what?
Donc vous avez dit que vous alliez faire ouvrir le détroit d'Ormuz et en contrepartie, ces 10 points seront discutés vendredi ou samedi avec la médiation des Pakistanais. Ils n'ont pas voulu. Les Iraniens disent aujourd'hui que voilà, on referme le détroit, vous ne respectez pas les termes. D'ailleurs, les Iraniens eux-mêmes ne respectent pas les termes puisqu'ils ont frappé les pays arabes et il me semble d'Israël aussi. Mais toujours est-il, c'est eux qui sont à la manœuvre et c'est eux qui disent les choses et les font. Tandis qu'en face, vous avez un ministre de la Défense américain, un président, comme vous l'avez dit, Myriam, qui tiennent des propos complètement incohérents et rendent la chose soit risible ou ridicule, soit simplement on a l'impression qu'ils font ça parce qu'ils sont en position de faiblesse et qu'ils savent pas où ils vont et qu'ils naviguent à vue. C'est aussi une pression psychologique de la part de l'Iran de dire on va le rouvrir, ensuite finalement on a changé d'avis et de montrer en fait qu'ils sont à la merci des Iraniens. Ça aussi c'est important. Ils sont vraiment à leur merci. On attend ça. C'est les conditions du dialogue à Islamabad et finalement non. Et rien, etc. On va reprendre le débat parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de solution aujourd'hui autre que d'y aller. Alors avec de l'aviation, avec des moyens militaires, mais il n'y a pas de moyens diplomatiques aujourd'hui pour agir sur les Iraniens pour qu'ils ouvrent logiquement les moyens. Débloquer de vive force le détroit d'Ormuz de telle façon que le passage des bateaux ne soit pas menacé. C'est pas à la portée de quelques milliers d'Américains. C'est des dizaines de milliers d'hommes avec des moyens aériens que les gens n'ont pas. Ça suppose une planification, le cas échéant, avec les pays de l'OTAN, mais ça suppose une planification, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur les objectifs de l'opération, d'avoir une opération commandée par l'OTAN. Ça, Trump, il a rien compris à ce que c'était que l'OTAN. Beaucoup d'informations ce soir. Bloomberg qui rapporte que les États-Unis auraient utilisé presque la totalité de leur stock de missiles de croisière furtifs JASM, c'est ça qu'on appelle ça comme ça, les JASM contre l'Iran, en puisant même dans les réserves allouées à d'autres opérations telles que celle d'un éventuel conflit avec la Chine. Sur 2300 au total avant la guerre, seulement 425 resteraient maintenant. Ça paraît assez étonnant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'Iran est vraiment d'abord un très gros morceau militaire et que les Américains, ils sont loin encore, mais enfin, la limite n'est pas si loin. Mais c'est ce que je vous dis avec constance et application depuis que je suis sur le plateau depuis 40 jours, c'est que à ce rythme-là, non, ils peuvent pas tenir. C'est aussi ballot que ça. Ils ont tiré 800 Tomahawks sur un stock de 3000, par exemple, et ils en achètent 110 cette année. En missiles de défense solaire, ils ont consommé 3 à 4 ans de production. Donc, on ne peut pas faire un marathon au rythme de 800 mètres. Et les Iraniens le savent. Ils savent que la capacité en missiles, en munitions haut de gamme des Américains, ils sont pas au bout du stock, mais ils en sont au point où c'est comme vous, vous êtes dans la voiture sur l'autoroute et vous vous dites, faudrait peut-être que je fasse le plein là. Vous voyez, je commence à m'inquiéter. Il me reste de quoi en faire, mais je commence à m'inquiéter. Ils en sont là. Les Iraniens le savent. On écoute. Aucune guerre n'a été gagnée. Les États-Unis et l'Occident se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de se retirer poursuivis par des bandes armées. À part semer le chaos et le désordre derrière eux dans ces pays, aucune de ces guerres n'a été gagnée parce qu'aucun des objectifs n'a été atteint. Quel objectif était assigné pour la guerre en Iran? C'était de remplacer un régime. Cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime. Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Ils sont très peu en Afrique, parmi les dirigeants, à s'exprimer publiquement pour dresser un état des lieux clair de cette guerre qui est un échec flagrant de Donald Trump. C'est important que le Premier ministre Ousmane Sonko le rappelle. Démanteler ou neutraliser définitivement le programme nucléaire iranien, ils ont échoué. Détruire ou démanteler le programme de missiles balistiques iranien, ils ont échoué. Couper le soutien au proxy ou affaiblir l'influence régionale de l'Iran en tarissant le financement et les livraisons d'armes, ils ont échoué. Procéder à un changement de régime, ils ont échoué. Forcer un meilleur deal à l'avantage des Américains
ou provoquer un effondrement économique, ils ont échoué. Destruction ou neutralisation complète de la marine iranienne, ils ont échoué. Et pire, contrôle total du détroit d'Ormuz et liberté de navigation sans concession. Ils ont échoué, il y a le péage. L'Iran sans armes nucléaires a montré au monde ce que signifie réellement défendre sa souveraineté face à deux puissances nucléaires et à un environnement régional hostile. Malgré une pression militaire, économique et médiatique constante, ils ont tenu bon là où plus de 95% des dirigeants du monde auraient plié, négocié dans la faiblesse ou capitulé. Ils ont prouvé qu'un État peut résister sans s'aligner, sans se soumettre ou sans abandonner le contrôle total de ses décisions stratégiques. Les Iraniens ont rappelé une chose essentielle au monde. La souveraineté ne se proclame pas. Elle se défend dans la durée, dans la douleur et parfois dans l'isolement. Ils ont montré qu'aucune puissance, même dotée d'armes nucléaires, ne peut contenir durablement une guerre asymétrique menée par un adversaire déterminé. Dans tous leurs objectifs, ils ont échoué. Donc de quelle victoire américaine ou de l'entité nous parle-t-on? Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Magnifique intervention d'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, qui a fait une sortie absolument magistrale en humiliant Donald Trump sur des faits qui sont aujourd'hui la réalité. Vous aurez beau les nier, vous aurez beau écouter les États-Unis venir vous expliquer qu'ils ont gagné la guerre. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Le régime n'a pas changé. Le détroit d'Ormuz maintenant est réouvert est fermé tous les jours et encore quand il est réouvert, il y a des péages qui ont été mis en place qui n'étaient pas là avant le début de la guerre. Aucune suppression de l'uranium aujourd'hui de la part des États-Unis en Iran. Il n'y a aucun des objectifs qui a été atteint et comme dit Ousmane Sonko, on se retrouve dans un chaos total, c'est-à-dire entre les civils qui ont à payer les pénuries, les augmentations des prix, etc. En fait, Donald Trump, il a juste déstabilisé l'intégralité du monde entier. D'habitude, les États-Unis sont toujours très bons pour déstabiliser une région. Ils l'ont déjà fait avec l'Irak, avec la Libye, etc., etc. Maintenant, en plus de déstabiliser le Moyen-Orient, ils ont déstabilisé l'économie mondiale. C'est-à-dire que Donald Trump a complètement foutu une merde incommensurable dans l'économie. Comment ça va se finir? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Mais c'est bien parce que quand c'est des gens comme moi qui expliquent ça, il y a des gens, ils vont se dire ouais, mais c'est encore un pleuple TikTok qui parle. Là, on parle du Premier ministre sénégalais, les gars. C'est un mec qui est au courant de plus de choses que moi. Et lui, vous allez peut-être l'écouter au final. Petit message également pour ceux qui me demandent ouais mais toi t'es pas impartial, etc. Moi les gars je suis pas journaliste. Ceux qui me demandent d'être impartial, faut changer de chaîne. Allez voir encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, des chaînes d'information sur les réseaux qui sont chiantes à mourir et qui vous donnent aucun point de vue. Parce que moi je peux passer ma journée à vous lire des dépêches AFP ou Reuters et vous dire il s'est passé ci, c'est passé ça sans donner d'opinion. Écoutez, si ça vous plaît tant mieux, mais moi je suis pas comme ça et je ferai jamais ça. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de relayer une info et donner mon point de vue dessus. Maintenant mon point de vue va plaire à certains, il plaira pas à d'autres. Et ceux à qui ça plaît pas, il y a rien qui vous empêche de swiper, de me bloquer, de plus me voir, je n'ai absolument rien à cirer. Mais surtout ceux qui sont venus me dire en commentaire oui mais toi t'es pas impartial, je suis pas là pour être impartial, moi je vous le répète, je suis pas payé pour être journaliste. Donc si vous avez envie d'écouter des gens qui vous informent sans donner d'opinion, vous en avez plein, ça pullule partout. Il y en a à la télévision, il y en a même sur les réseaux. Les hommes politiques ont le droit également de donner leurs opinions, Ousmane Sonko vient de le prouver, donc moi j'ai également le droit de donner mon opinion sur l'information et le monde qui m'entoure. Et aujourd'hui, venez pas faire genre tout le monde a son opinion parce que si t'as pas d'opinion aujourd'hui, t'es fade quoi. Donc bravo au Sénégal, bravo à Ousmane Sonko, de toute façon bravo aux pays d'Afrique en général qui ont toujours des bonnes analyses sur le monde qui les entoure vu que ce sont eux les premières victimes des grandes puissances. Je pense que ça vaut toujours un petit peu le détour de les écouter. Affrontement direct en ce moment même entre le Hezbollah et les soldats israéliens. L'Espagne intensifie ses critiques envers Israël et envers les États-Unis. Et le quotidien américain, le New York Times, pour une fois, il dit quelque chose de vrai. Avant tout, la date, nous sommes toujours le jeudi 9 avril, il est environ 17h45 à Paris. Le Hezbollah vient de faire état de combat direct avec les forces israéliennes
dans le sud du Liban. Un affrontement en tête-à-tête dont on saura plus les prochaines heures. Sinon, l'Espagne vient de condamner fermement les attaques israéliennes au Liban et de façon plus large la guerre contre l'Iran. Les Espagnols appellent l'Union européenne à rompre tous les accords de quelque nature qu'ils soient avec Israël. Sachez par ailleurs que l'Espagne va rouvrir son ambassade à Téhéran. Elle avait été fermée en mars et aujourd'hui, l'ordre est donné à l'ambassadeur espagnol de retourner à Téhéran. Et pour finir, le quotidien américain, le New York Times, vient de sortir un article dans lequel il dit que la trêve de Trump en Iran est un trompe-l'œil qui ne résout rien. Selon ce média, ce cessez-le-feu est une solution bancale qui ne va résoudre aucun problème. Les alertes infos du 10 avril, donc l'Iran aurait mis des péages au détroit d'Ormuz, on va en parler dès maintenant déjà. Donc Donald Trump a réagi donc quand il a appris que l'Iran aurait mis un péage au détroit d'Ormuz. Donc il y a plusieurs rumeurs, il y en a qui diraient que c'est 2 millions par pétrolier, d'autres qui disent que ce serait dans les environs de 1 dollar par baril de pétrole sur chaque pétrolier. Donc Donald Trump a réagi, il a donc expliqué ils ont intérêt à ne pas le faire et si c'est le cas, il ferait mieux d'arrêter maintenant. Donc genre monsieur Donald Trump a cru qu'il pouvait exiger quoi que ce soit vu la gueule qu'il a dans cette guerre aujourd'hui. Car oui, il aura beau expliquer à tout le monde qu'il est en train de la gagner, personne n'est dupe, même aux États-Unis, ils ne le sont pas. À part bien sûr tous les toutous de la Maison Blanche qui essaient de vous expliquer aujourd'hui par leur narratif ultra violent que les États-Unis sont en train de gagner cette guerre, tout simplement parce que Donald Trump reproche à la presse américaine d'être trop négative sur le conflit, donc il est obligé de réinverser la tendance avec ses copains de la Maison Blanche, mais comme je vous le dis, personne n'est dupe. Un message également pour tous mes amis libanais et tous les Libanais du monde. Vous êtes aujourd'hui attaqués par un État terroriste. Sachez que le monde est derrière vous, car c'est vous que les gens aujourd'hui vont aider. Ce ne sera pas Israël. Israël aura beau payer des lobbies pour envahir les réseaux sociaux. Vous inquiétez pas, les gens aujourd'hui qui ont une réelle humanité savent derrière qui se mettre. Donc force à tous les Libanais qui en ce moment subissent ce qu'a subi Gaza pendant de longues années. Sachez que dans la guerre là entre l'Iran, les États-Unis et Israël, c'est vraiment Israël qui fout un bordel incommensurable. C'est Israël qui continue d'attaquer de tous les côtés. C'est Israël qui continue de pousser Donald Trump à en foutre plein la gueule à l'Iran. On sait très bien que Donald Trump, il lui en faut pas beaucoup, mais là c'est là qu'on voit vraiment qu'il a une main dans le derrière et qu'il se fait vraiment manipuler comme une marionnette. Ne vous posez pas trop de questions sur les dossiers que doivent détenir Israël sur Donald Trump. Mais cette guerre et cette crise prendra fin à partir du moment où tous les pays du monde se lègueront contre Israël, leur mettront une pression économique tellement forte qu'ils devront arrêter leur bombardement sur tous les pays du Moyen-Orient. Mais comme j'ai l'impression qu'on est tous des toutous, automatiquement j'ai l'impression que c'est pas demain la veille que ça va arriver. C'est sûr que c'est toujours plus facile de mettre des sanctions économiques à Poutine que de les mettre à Netanyahou. Dernière information, il se dit que les Émirats Arabes Unis ne veulent absolument pas aujourd'hui d'une fin de guerre avec un détroit d'Ormuz qui serait au contrôle de l'Iran parce qu'automatiquement ce serait problématique pour eux. Donc on n'a pas encore fini avec ces histoires-là parce que le temps que le détroit d'Ormuz ne reviendra pas à ce qu'il était avant que Donald Trump vienne agresser l'Iran, ça pourra pas se finir. Mais ce qui est con, c'est qu'avant que Donald Trump se ramène, le détroit d'Ormuz, il n'y avait aucun problème et tout se passait bien, quoi. Le Hezbollah a pilonné Israël cette nuit, y compris dans le sud, et le Pakistan qualifie le régime sioniste de diabolique et de malédiction pour l'humanité. Voici les toutes premières informations du vendredi 10 avril. Il est environ 10h40 à Paris. Le Hezbollah ne limite plus ses attaques au nord d'Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti tôt ce matin un peu partout dans le pays, y compris dans les communes du sud. Dans la nuit d'abord, le Hezbollah a dit avoir mené 3 frappes avec des missiles et des drones contre des groupements de soldats israéliens et sur des villes frontalières. Et tôt ce matin encore, les sirènes d'alerte ont retenti à Tel Aviv et dans la ville côtière d'Ashdod. Mais les missiles et les roquettes du Hezbollah sont tombés un peu partout, y compris dans les communes du sud. Le Pakistan condamne l'agression continue d'Israël contre le Liban et de nombreux pays ont appelé à ce que le cessez-le-feu soit étendu pour protéger ce pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie, la Chine et plein d'autres. Le ministre de la Défense pakistanais a qualifié Israël de diabolique. Il l'accuse de commettre un génocide au Liban. Il l'a qualifié également de malédiction contre l'humanité. Mais Israël n'a strictement rien à faire de tout ça, elle n'en fait qu'à sa tête et personne ne branche. Mojtaba Khamenei vient de s'adresser à la nation iranienne et pour le soutien du peuple libanais, votre soutien est plus qu'important, mes amis. Voici l'essentiel de l'actu de ce vendredi 10 avril, il est environ 14h à Paris.
Dans un message relayé par la télévision iranienne, Mujtaba Khamenei vient de s'adresser à la nation iranienne, mais également à l'ensemble de la communauté internationale. Un message dans lequel il réaffirme que la République islamique n'a jamais cherché cette guerre, mais qu'en aucun cas, elle ne renoncera à ses droits légitimes. Et à cet égard, il considère l'ensemble du front de la résistance comme un tout. Mujtaba Khamenei fait référence ici au conflit au Liban. Il appelle l'ensemble des Iraniens à continuer la lutte et à continuer de se mobiliser malgré les négociations qui débutent demain à Islamabad. Sur le front libanais justement, Israël continue de s'en prendre aux civils. Et là, je demande votre aide les amis pour diffuser plus largement ces informations afin de dénoncer ces massacres et ces injustices comme vous avez su le faire avec l'Iran. Le peuple libanais doit se sentir soutenu, même si à notre petite échelle, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà une triste nouvelle justement qui vient de tomber. D'après un communiqué de l'UNICEF, au moins 33 enfants libanais ont été tués mercredi et pas moins de 150 autres ont été blessés. Sachez par ailleurs que depuis le 2 mars, le bilan est accablant puisqu'il fait état de 600 enfants morts toujours au Liban. Le droit international est pourtant clair là-dessus. Tous les civils et en premier lieu les enfants doivent être protégés en toutes circonstances.